Parfait. On est combien? Sinon, on peut peut-être commencer par un petit tour de table où chacun peut se présenter. C'est une Ouais, très bonne idée, ouais, effectivement, Hein? on peut commencer par ouais. ça. Ouais. Ben, comme ça, nous, ça nous permet tranquillement de voilà, d'avoir tout le monde en tête et puis de rebondir sur déjà les problématiques qu'on peut peut-être pressentir chez les uns et les autres en fonction de leur activité. Alors, on est 11 participants, donc oui, c'est une très bonne idée. Je vous invite donc à ouvrir, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, votre, votre caméra et puis on va prendre par ordre de passage les gens pour qu'ils se présentent, vous présenter votre structure et qu'est-ce que vous attendez de cette réunion. Ok, Ouais, super. j'arrête le partage peut-être. Oui, merci. Alors Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour à tous, Vous Fabrice Santamaria. Donc, je travaille pour la société Unicalo qui est fabricant de peinture et qui est donc adhérent au Polyair depuis 2 ans. J'occupe les fonctions de directeur développement et bâtiment durable. Et donc, effectivement, je m'intéresse à tous les sujets qui sont susceptibles de faire partie de ces points importants qui vont tous nous concerner, notamment au niveau du bâtiment et au niveau des plaidoyers que l'on va devoir porter. Voilà. Karine, bonjour Karine. Bonjour, hein, bonjour à tous. Donc, Karine Bonnet, moi je suis une ancienne, j'ai passé 25 ans dans le centre technique industriel qui est le centre technique ITERG, donc dédié aux oléopros. Et donc, je me suis lancée début d'année en tant que consultante indépendante, consultante bioéconomie, transition écologique, développement durable et sociétal. Voilà, en gros. Et Ok, donc, toujours intéressée par ces sujets, bien entendu. super. Le monsieur d'à côté, je ne le connais pas. Bonjour monsieur. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Bonjour à toutes et à tous. Pardon, comme je suis sur mon smartphone, je vois pas tout le monde. Pascal Pia, je suis cofondateur d'un bureau d'études dans le réemploi et si je suis auprès de vous, je m'y intéresse forcément à la bioéconomie puisqu'on travaille sur un sujet de matériothèque. On voudrait valoriser le foncier et les sites et sols pollués, donc avec tout ce qui est travaux sur le biomimétisme et de manière générale la bioéconomie. Donc, qu'est-ce que j'attends? Apprendre beaucoup, 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 beaucoup de toutes et tous. Voilà. Merci. Merci à vous. Est-ce que les autres, malgré que votre caméra ne soit pas ouverte, vous souhaitez intervenir, vous présenter? Non, pas forcément. Ok, donc on va commencer le partage de la présentation. Ouais. Donc, je reprends la parole. Donc, déjà, bonjour à tous et puis merci d'être présents pour notre présentation. Donc, qui s'intitule Agissons ensemble pour la transition écologique, énergétique et sociale. Merci également au pôle IAR et Jessica qui est avec nous de nous avoir accueillis déjà et puis de nous proposer ce webinaire. Je laisse la parole à Justin peut-être pour te présenter. C'est la petite slide d'après, je me Slide présente, d'après. ouais. Non, non, bonjour à vous toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci effectivement au pôle. On est content de rejoindre voilà, les pôles. Les pôles de compétitivité, on est dans plusieurs pôles de compétitivité parce que la transition revêt différents aspects. L'IAR, on parle des sciences de la vie, de la bioéconomie, de l'agri, de l'agro et de la foresterie. Et ça, c'est des choses qui nous parlent beaucoup. Et voilà, on a déjà au moins une conviction que je partage avec vous, c'est que la transition, elle se passe aussi dans les territoires et filière après filière, même si tout est interdépendant. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Et donc, on peut tranquillement avancer. Donc, sur le déroulé, on a prévu une présentation à peu près de 15-20 minutes et après, on a un temps d'échange ensemble. Voilà, le but aussi, c'est de pouvoir échanger à la suite. Donc, dans l'organisation, on va vous présenter déjà Imagreen et puis nous, un peu plus en détail. On parlera de la transition écologique, énergétique et sociale. On abordera aussi le sujet RH, les ressources humaines. Et on ira un peu plus loin, donc au-delà des ressources humaines. Et ensuite, on aura donc un temps de parole. Donc, qui sommes-nous? Tout d'abord, donc, je me présente, Maxime. Donc, je suis ingénieur agronome de formation à l'ISA Lille. Et j'ai rejoint Imagreen en fin 2019 en tant que consultant RH. Donc, j'accompagne nos clients sur leurs problématiques RH principalement, mais également sur leur développement de leurs projets. Moi, depuis tout petit, je suis passionné par tout ce qui est autour des sciences du vivant, la ruralité, de par ma formation également. Donc, aujourd'hui, je porte les thématiques de la bioéconomie chez Imagreen. Et voilà aussi la raison pour laquelle on a rejoint le pôle IAR. Je me présente plus en détail. Justin, je suis ingénieur ISA. Ça nous fait une belle qualité qu'on partage avec Maxime.
On n'a heureusement pas que ce critère-là, évidemment, en recrutement chez nous, parce qu'il y a beaucoup de parcours et d'horizons différents. Mais c'est vrai que comme on donne aussi beaucoup, on fait des interventions dans différentes écoles, dont l'ISA, et ben voilà, ça nous amène à faire de belles rencontres. Voilà comment on s'est aussi connus, rencontrés avec Maxime. Et donc, moi, je suis le dirigeant d'Imagreen. Et Imagreen, donc ça fait 10 ans qu'on travaille sur le champ de l'environnement. Peut-être un mot sur le terme environnement. Nous, quand on a commencé, c'était un peu dans la suite du Grenelle de l'environnement de 2007. Et donc, l'environnement, c'était l'eau, les déchets, l'énergie renouvelable la plus propre possible, même s'il n'existe pas d'énergie propre à proprement parler, justement, l'efficacité énergétique. C'était ça les thématiques. Et ce que j'appelle aujourd'hui, finalement, les secteurs natifs. Et c'est pour ça que je préfère depuis déjà quelques temps le sujet de la transition, parce que ce n'est pas uniquement les secteurs natifs qu'il faut travailler, mais c'est l'ensemble de nos transitions, de nos modes de vie, de modes de production, de modes de gouvernance. Le sujet de l'alimentation, de la science du vivant dans son ensemble est un vaste sujet, parce que c'est le sujet de notre quotidien. Donc voilà, encore une fois, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour discuter de ces sujets. Alors juste, je veux être complet sur peut-être ma présentation. Je suis dirigeant depuis 10 ans et donc on accompagne de nombreux clients, mais j'ai aussi un engagement public et j'entame un deuxième mandat d'adjoint dans ma commune. Nous, on est basé à Lille ici, nos bureaux sont à Lille. Et alors, je ne sais pas si derrière vos écrans, il y en a quelques-uns qui connaissent bien le Nord, mais à côté de Lille, il y a une petite commune qui s'appelle La Madeleine, qui compte un peu plus de 20 000 habitants. Une commune très urbaine, très dense. Voilà, c'est une des plus denses de France, finalement, avec 8 000 habitants au kilomètre carré. Et donc, moi, je suis un premier adjoint en charge de la transition écologique, de l'urbanisme et des mobilités. Donc, tous les sujets de la transition, je les ai abordés non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique, et ce qui donne une vue d'ensemble assez intéressante pour accompagner nos clients. Ok, donc plus en détail sur Imagreen. Donc Imagreen, on est basé à Lille, comme Justin vient de le dire. Donc on est une société de conseil spécialisée dans les secteurs de la transition écologique, énergétique et sociale. Donc on a développé 3 branches de conseil. Donc, la première branche, conseil RH, qui est un peu notre secteur historique. Donc le conseil RH, également le conseil stratégique, où là on a une équipe d'experts stratégiques, où on amène une réflexion stratégique pour les entreprises. On a également une partie conseil opérationnel, qui est un petit peu moins développé pour notre partie bioéconomie, mais qui est déjà en place pour la partie énergie renouvelable, par exemple. Donc, je laisse la parole à Justin pour détailler un peu plus l'ADN et la raison d'être d'Imagreen. Alors, ça, c'est travailler sa raison d'être, travailler sa réflexion sur l'entreprise. C'est un très, très bel exercice. Donc, nous, on a retravaillé, puisque ça faisait 10 ans, donc on s'est lancé en 2010. On a retravaillé ça en 2020. Alors, pourquoi en 2020? Parce que ça vous a pas échappé, puisque nous sommes encore en visio à distance, etc., qu'il y a une crise sanitaire, une pandémie mondiale. Et cette pandémie, elle nous a, en tout cas, chez Imagreen, beaucoup interpellés. Et alors, je ne sais pas s'il y a de bons ou mauvais moments pour se questionner sur finalement l'ADN de son entreprise, mais nous, en tout cas, elle nous a interpellés. On s'est dit, voilà, cette crise, au tout début de cette pandémie, on s'est dit que cette crise allait certainement être compliquée. Mais en tout cas, moi, en tout cas personnellement, qui travaille depuis plus de 10 ans sur ces sujets-là, je me suis dit qu'elle allait être salutaire du point de vue de la prise de conscience, finalement, de ce que est l'homme, de ce qui fait notre quotidien et de l'homme replacé dans son environnement. Et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Et de force de cette prise de conscience, j'ai demandé à l'équipe à ce qu'on puisse réfléchir à comment on pouvait être encore un peu plus utile, étant considéré, étant rappelé que nous étions déjà très, très utiles depuis plus de 10 ans. Mais puisque une fenêtre allait s'ouvrir, que la prise de conscience allait être plus partagée, plus profonde, c'était le moment pour nous finalement d'accélérer. Et donc, on a posé cette réflexion. Et donc, on a posé cette réflexion pour réfléchir à notre raison d'être. Notre raison d'être, je crois qu'on l'affiche juste après, et on l'a posée en tout cas dans un cadre légal qui est celui de devenir une entreprise à mission. Donc, nous avons travaillé toute l'année 2020 avec des workshops collectifs pour réfléchir à tout ça, dans le cadre posé par la loi Pacte de 2019 pour devenir une entreprise à mission. On travaille également actuellement aussi sur le sujet de la Bicorp. On y reviendra peut-être un peu plus longuement à la fin de l'échange. Et puis, en tout cas, si je dois en un seul mot caractériser notre ADN, c'est transformer pour de vrai.
C'est-à-dire que nous, une société de conseil, mais on n'est pas là juste pour vendre un TJM ou accompagner. On a la volonté sincère, mais ferme, de transformer les choses pour de vrai. Voilà un petit peu l'objectif qu'on se donne. Donc la transition écologique, énergétique et sociale, vous avez déjà tous un pied dedans. Vous êtes déjà au moins de près ou de loin déjà engagés dans la transition. Parce que vous êtes adhérent au pôle, parce que vous avez des activités ou des engagements qui sont déjà en lien avec la transition. Donc vous avez déjà au moins tous un pied dans cette transition. Donc déjà la transition, comment l'intégrer dans nos organisations, mais déjà savoir comment, il faut déjà savoir pourquoi. Pourquoi j'agis, pourquoi il faut agir. Alors déjà, là, soit par la contrainte, donc je suis obligé, soit par une contrainte réglementaire, puisqu'il y a des normes environnementales, toutes les réglementations environnementales qui sont aujourd'hui en place, en vigueur, et imposées par la contrainte légale. Il y a toute aussi la partie évolution des modes de consommation. Ça a été accentué cette année en 2020, mais aussi depuis un petit moment déjà, les modes de consommation évoluent, on le voit. Donc, ça peut amener aussi un business model assez soufflé. Donc, on a besoin de transformer pour justement reformer ce business model. Ma notoriété d'entreprise aussi peut être en jeu. Il y a des pratiques controversées. La RSE se développe de plus en plus. Donc, ma notoriété d'entreprise est en jeu. Je suis obligé d'agir. L'idéal, c'est de tendre vers le j'ai envie. J'ai envie d'agir puisque j'en suis convaincu depuis longtemps, soit parce que j'ai une prise de conscience récente, notamment avec ce qu'on vient de vivre, ou soit j'ai envie de participer à l'effort collectif. Donc, c'est la raison, j'ai envie d'agir. On va reprendre un petit peu la raison d'être d'Imagreen qu'on a évoquée juste avant. Donc, c'est tout le travail qui a découlé là depuis quelques mois et années maintenant sur cette raison d'être, donc qui est révéler aux femmes et aux hommes leur pouvoir d'agir. On va accentuer un petit peu le zoom sur quelques termes, enfin sur les termes de la raison d'être. Donc, le premier terme déjà, révéler. Révéler, ça veut dire quoi? La définition de révéler, c'est faire connaître. Faire connaître, c'est susciter une prise de conscience et tendre vers le j'ai envie qu'on a vu juste avant, le j'ai envie d'agir. Ensuite, les termes suivants, c'est aux femmes et aux hommes. Donc, les femmes et aux hommes, en fait, c'est le capital humain, c'est vous, c'est nous, c'est vos collaborateurs, c'est les ressources humaines. En fait, c'est un maillage de connaissances, de compétences, d'expériences. Et en fait, ça crée l'élément clé d'une société, d'une organisation. Ça sera le moteur vraiment de l'action, de j'agis. Ensuite, on a le pouvoir d'agir. Donc, déjà, le pouvoir d'agir, avoir le pouvoir d'agir, c'est déjà avoir les moyens d'agir. Avoir les moyens d'agir, donc il y a plusieurs moyens. Il y a le moyen humain, il y a le moyen économique, il y a le moyen également technique. Tout ça, c'est les moyens qui font que j'ai le pouvoir d'agir. Généralement, les deux plus gros facteurs, c'est le facteur humain et le facteur économique. Là, chez Imagreen, on va agir sur le facteur humain, on va donner le pouvoir humain d'agir. Donc concrètement, qu'est-ce que ça représente? Donc le conseil RH autour des ressources humaines, on va approfondir un petit peu plus cette partie RH. On a également le conseil stratégique, qu'on en abordera juste après, qui intègre justement les réflexions autour des facteurs humains, mais également économiques. Donc les problématiques, en fait, on s'est basé sur des problématiques courantes qu'on voit chez nos clients, chez nos partenaires, qu'on a remontées et auxquelles il serait bon aussi de vous apporter des éléments. Donc la première, c'est j'ai besoin de recruter, mais je n'ai pas de temps à accorder au recrutement ou je ne sais pas le faire. C'est une pratique qui demande de l'expérience, qui demande du temps, de l'énergie. Par manque d'expertise ou par manque de notoriété, je ne sais pas le faire. Donc là, on propose un accompagnement au recrutement. Donc recrutement CDI, CDD, stage, alternance, également exécutive pour des fonctions un peu plus cadre dirigeant, on va dire. Et en fait, on met en place une stratégie RH globale où en fait, on vous décharge du temps et on vous décharge aussi de l'expérience. On dédie des experts à ces sujets. Par exemple, si je prends l'exemple d'une société qu'on a accompagnée, c'était une jeune PME, par exemple, qui avait beaucoup de croissance, c'était 3 dirigeants, il me semble. Et en fait, ils étaient très bons techniquement, très bons sur leur croissance, mais par contre, ils pêchaient sur la partie recrutement et la partie RH. Donc là, on a mis en place une stratégie globale avec une stratégie de recrutement, une stratégie également autour de la marque employeur, on détaillera un peu plus après. Donc c'est une stratégie où en fait, on les accompagne de A à Z dans leur croissance et dans leur développement d'entreprise. Cette PME dont parle Maxime, ils étaient une dizaine de personnes avec
Voilà, ils sont positionnés sur les sujets qui représentent un peu plus la solution que le problème à l'aune des problématiques environnementales et sociales. Et quand on est une entreprise qui se positionne un peu plus sur les solutions que le problème, mécaniquement, j'ai presque envie de dire, on est en croissance. C'est le cas d'ailleurs d'Imagreen qui est en croissance forte. Et donc, cette PME est passée d'une dizaine de personnes à au moins une trentaine aujourd'hui. Et c'est nous qui avons recruté l'ensemble de ces personnes, sur parfois des profils d'ailleurs sur des fonctions pénuriques, mais après ça pose plein de défis du quotidien que d'intégrer autant de monde, comment on les intègre, le onboarding, comment on se positionne par rapport à ceux qui ont vécu, enfin qui ont connu l'entreprise quand on était dans une taille plus petite, que c'était plus familial, c'était plus facile pour discuter. Donc, se posent ensuite des problèmes aussi d'organisation, de communication interne, bref, de multiples défis, finalement, j'appelle ça des problèmes de riches, moi. Donc, ce sont des beaux problèmes, mais n'empêche, il faut quand même y apporter des réponses et un accompagnement. C'est ce qu'on a fait pour cette entreprise. Donc, si on prend une deuxième problématique courante, c'est j'ai besoin de recruter, mais j'ai peur de me tromper. C'est normal, ça arrive, hein, l'erreur existe. Ou que ça me coûte trop cher. Forcément, il y a toutes ces réflexions aussi autour du sujet économique, facteur économique. Donc là, c'est pareil, on propose un accompagnement global. Donc, en fait, on essaye de donner tous les éléments possibles pour essayer de ne pas se tromper, justement. Ça arrive hein, de se tromper, ça arrive à tout le monde, mais on met tous les moyens en œuvre pour justement éviter de ne pas se tromper autour d'une stratégie globale. Alors, il y a également le détachement de personnel. Donc, le détachement de personnel, en fait, là, on est capable d'embaucher le candidat ou le collaborateur chez nous. Et en fait, on porte le risque pour vous. Donc, on porte le risque de se tromper. On porte le risque également économique de se tromper pour vous. Donc là, c'est une solution temporaire qu'on est capable d'arrêter également à tout moment si par malheur, ça ne se passe pas bien. On a également toute la partie benchmark. Donc là, on est capable de faire des études sur tout type de points sur le marché, d'actualité, pour justement se donner toutes les cartes en main pour ne pas se tromper et cibler également la partie économique, savoir combien ça va me coûter. On a également des offres adaptées, c'est-à-dire qu'on a déjà un tarif qui est défini à l'avance. Vous le savez, on a un tarif qui est fixe. Mais on a également des offres adaptées, par exemple, pour les startups. Pour les startups qui ont un peu moins de moyens économiques, on est capable d'accompagner également et de s'adapter. Juste en complément de ce que peut indiquer Maxime, sur le détachement de personnel, ce sont des missions à durée déterminée, des missions temporaires. Et ça, pourquoi c'est pertinent? Parce que dans le champ de la transition, on a parfois des nouveaux business, des nouveaux sujets à étudier dont on n'a pas encore pu avérer le modèle économique, pour lesquels il nous faut une expertise immédiate d'un bon niveau tout de suite pour venir développer ce sujet-là. Et on aura parfois plus de visibilité. En tout cas, nos clients nous disent, voilà, j'aurai un peu plus de visibilité dans 6 mois, dans 9 mois. Et donc, ça permet d'avancer sur ces sujets-là avec le plus haut niveau d'expertise et ensuite de venir se dire, voilà, est-ce que je pérennise finalement le sujet, l'activité qui a été menée, auquel cas c'est la bonne compétence et donc on peut même basculer sur un CDI chez nos clients, ou au contraire, c'est pas totalement la compétence idoine, ça n'a pas fait ses preuves, il faut que je fasse différemment, etc. Et donc voilà, ça a aussi cette souplesse-là et cette agilité dont on a éminemment besoin pour venir entreprendre et essayer. Donc, une autre problématique qui remonte souvent, c'est je ne parviens pas à recruter. Donc, comment je peux attirer les bons candidats et comment je peux les attirer avec une bonne personnalité qui est adaptée à mon organisation. Également, comment me démarquer de mes concurrents pour attirer ces candidats. Là, c'est pareil, on met en place une stratégie globale RH pour justement avoir des points stratégiques pour attirer ces bons candidats et attirer les candidats avec la personnalité adaptée. Donc, par tout ce qui est entretien, test, du sourcing, on a vraiment une stratégie adaptée à ces problématiques-là. Il y a également la promesse employeur. Donc, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. La promesse employeur, en fait, on travaille sur l'expérience collaborateur, mais également la marque employeur. Donc, c'est cette partie marque employeur qui va vous permettre d'adapter votre stratégie et de recruter, d'attirer, on va dire, les bons candidats que vous recherchez. Sur la promesse employeur, ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la marque employeur, c'est ça le bon terme, c'est la réunion réussie de la promesse que vous formulez en tant qu'employeur et de l'expérience vécue au quotidien par les collaborateurs que vous embauchez. Et si donc on est bien cohérent entre
la promesse telle qu'elle est formulée et l'expérience qui est vécue a posteriori après 3 mois, 6 mois dans son poste, alors là, on est en rendez-vous et on est dans cette ligne de cohérence qui est très forte. Et donc, la promesse employeur, elle est extrêmement importante pour le développement des entreprises, pour le développement économique de l'entreprise. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on parlait de contraintes, il y a de multiples contraintes. Il y a les contraintes réglementaires, les contraintes liées aux consommateurs qui nous demandent de faire autrement, voilà, parce que il faut que les produits répondent aux attentes du moment. Et les attentes, elles sont environnementales, elles sont sociales, mais aussi, en fait, nous, on voit certaines entreprises qui n'attirent plus les talents, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, cadres, opérateurs, etc., parce qu'il y a une recherche de sens en permanence et que ce sens, il est soit mal formalisé, mal expliqué, ou au contraire, l'entreprise est encore dans une phase où elle pose ses réflexions sur sa vision, ses missions, ses valeurs. Et donc, en tout cas, tous les jours, nous, on reçoit des dizaines et des dizaines et des dizaines de CV, et avec à chaque fois le même motif qui amène ces personnes à postuler. Je suis jeune, j'ai envie de mettre ma force de travail auprès d'une entreprise qui me parle, qui a du sens. Je suis jeune maman, j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai envie de changer de trajectoire professionnelle. Je suis ancien cadre dirigeant, il me reste 4 ans à faire. Et je voudrais aussi donner du sens à mes 4 dernières années. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important et on le voit au quotidien. Juste, c'est symptomatique, mais les gens qui sortent des meilleures écoles, alors il y a pas que ces collaborateurs-là, mais il y a quelques années dans notre métier, quand on sortait des meilleures écoles, je me souviens quand j'ai moi-même débuté le métier, les meilleurs, les grands diplômés, les diplômés des grandes écoles allaient systématiquement dans les grands groupes, et plutôt dans les grands groupes d'ailleurs, quels que soient les secteurs d'activité, Total, L'Oréal, etc., etc. Aujourd'hui, les mêmes diplômés de grandes écoles vont rechercher impérativement du sens, iront plutôt dans une start-up, dans l'économie sociale et solidaire, dans une PME familiale ancrée sur un territoire avec un vrai message à faire passer. Voilà, c'est ça qui est recherché. Et donc, ça, c'est un véritable levier de développement des entreprises. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Une autre problématique, je fais face à une pénurie de candidats. Ça arrive sur certains profils de techniciens, d'ingénieurs, de chefs de projet expérimentés. Je fais face à une pénurie de candidats. C'est pareil, dans la définition d'une stratégie globale, on prend en compte ce critère. On travaille régulièrement sur des postes, des profils pénuriques. On a du mal à recruter sur des techniciens, des ingénieurs, même d'autres types de profils. Donc, c'est des choses on prend en compte dans notre stratégie de RH. Détachement de personnel également, ça peut être un outil pour faire face à cette pénurie. Donc en fait, le détachement de personnel, c'est une solution temporaire, par exemple, le temps de trouver la bonne personne. Au lieu d'attendre des mois et des mois de recherche de trouver la bonne personne, le détachement de personnel, ça peut être une solution temporaire, le temps de trouver justement cette bonne personne. Jeunes pousses, donc les jeunes pousses, on a vraiment mis l'accent là récemment sur la partie jeunes pousses, puisqu'on est convaincu que les jeunes ont vraiment un rôle à jouer dans notre société, déjà parce qu'ils sont motivés et parce que justement, ils peuvent aussi complémenter les postes pénuriques, justement. Donc, on a accentué notre partie, une partie jeunes pousses pour accompagner les entreprises, mais également les jeunes qui sont sur le marché du travail. Un mot pour compléter sur l'activité Jeune Pousse. Chez Magreen, on travaille sur l'ensemble de l'échelle de seniorité, de compétences de la Jeune Pousse au cadre exécutif. Bien sûr, en interne, ce ne sont pas les mêmes équipes et ce ne sont pas les mêmes, finalement les mêmes méthodes employées. Pour recruter un cadre dirigeant, un DAF, un directeur commercial qui va être au CODIR ou un stagiaire de fin d'études qui va faire son stage de 6 mois pour ensuite être embauché. Et d'ailleurs, sur certains services que nous rendons, il y a même des services pro bono que nous faisons pour des associations qui n'auraient pas les moyens finalement de se payer un accompagnement comme le nôtre. Et sur la partie jeune pousse, c'est quelque chose on fait un tarif extrêmement abordable par rapport à l'objet même de ces stages. Mais pourquoi ça nous a semblé utile de le faire? C'est parce que ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre mission et ça fait partie surtout de nos valeurs. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait un formidable potentiel chez les plus jeunes. D'ailleurs, le marché de travail exclut les 2 extrémités, c'est-à-dire qu'il exclut souvent un petit peu les plus jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, alors qu'on a besoin d'eux, et il exclut ceux qui malheureusement seraient sortis un peu trop tôt et qui restent, voilà, il leur resterait
quelques années à effectuer, qui sont sortis un peu trop tôt à 58, 60 ans. Et voilà, donc on a ces deux extrémités qui sont un peu les parents pauvres. Et ben nous, on essaye d'avoir dans une logique inclusive de venir agréger ces compétences dont on a besoin. Après, il s'agit simplement d'une organisation qu'on a adoptée chez nos clients entre des plus seniors et des plus jeunes pour transmettre les compétences dont on a besoin pour avancer. Une cinquième problématique, donc là j'ai recruté, j'ai trouvé les bonnes personnes de mon équipe, mais comment les garder dans mes effectifs et comment les intégrer au mieux dans mes projets? Idem, il existe des benchmarks pour avoir un petit peu une visibilité sur ce qui se passe sur le marché, par rapport à peut-être d'autres concurrents ou par rapport à des pratiques qui sont sur le marché du travail. On a également la promesse employeur, donc là on parlerait plus d'expérience collaborateur, qui permet vraiment d'intégrer au mieux les collaborateurs dans votre organisation et dans vos projets. On a également tout ce qui est intégration et suivi. Donc, on exerce, nous, un suivi jusqu'à la fin de la période d'essai du candidat pour s'assurer que tout se passe bien et que vous l'intégrez et que le candidat se sent intégré au mieux dans vos équipes. Si on résume, donc vous avez toutes et tous des ambitions de croissance, des projets à venir. Vous avez besoin forcément de personnel, vous avez besoin de compétences précises, mais également de structuration et d'organisation et de flexibilité. Comment faire? Là, il existe une palette d'outils pour répondre à cette problématique, qui est le recrutement, donc l'accompagnement au recrutement. On l'a vu, le détachement de personnel, la promesse employeur, les jeunes pousses, les benchmarks, mais également le conseil stratégique. Donc, le conseil stratégique, on va en parler là juste après. Donc, c'est aller au-delà des RH et amener une vraie réflexion stratégique sur les problématiques. Donc là, je vais laisser la parole à Justin pour parler un petit peu justement du conseil stratégique. Comment on en est venu, en tout cas, nous, la genèse du conseil stratégique? Au début, on était, pendant longtemps, on a travaillé uniquement la partie ressources humaines, mais à force de travailler avec nos clients sur des sujets de plus en plus larges, en discutant avec les directions générales et les actionnaires, on en est venu naturellement à faire du conseil stratégique et du conseil opérationnel. Parce que notre volonté, c'est vraiment d'aider nos clients et partenaires à transformer, c'est-à-dire à avancer. Et c'est ça qui est notre fierté. Voilà, d'ailleurs, on ne prendrait pas des missions juste pour dire de prendre des missions. Ce qui nous intéresse, c'est des missions dont on se dit qu'on a une plus-value avérée et qu'on sera en capacité de voir la transformation de nos yeux. Et c'est ça qui, d'ailleurs, met de l'énergie dans le moteur chez nous pour continuer à avancer. Je pense qu'on a un petit… Oui, donc pour voilà. les experts du pôle. Et puis, après cette dernière slide, il me semble, après qu'on s'est terminé, c'est ça? Ouais. Donc après, on passe bien volontiers à un échange avec vous tous. Donc, le conseil stratégique, déjà en étirant finalement les problématiques RH, quand on est sur des projets, un projet global RH auprès de nos clients avec des recrutements multiples, des problématiques d'organisation, de promesses employeurs où il faut redéfinir un peu l'ADN, la vision, les valeurs, on est déjà dans une approche éminemment stratégique. Et ensuite, chez nous, donc ce sont des seniors qui conduisent l'activité et non seulement sont des seniors du pôle RH, mais des seniors également secteur sur secteur. C'est-à-dire qu'on recrute sur chaque secteur et c'est le cas sur la partie agri, agro, foresterie, sciences de la vie de manière un peu plus globale. On recrute des gens qui ont été DG, conseillers en stratégie, etc. sur ces sujets-là et qui nous rejoignent. Pourquoi ils nous rejoignent ces gens? Parce que quand on tend la main en disant voilà, venez exercer un métier de conseil en stratégie chez nous sur ces sujets-là, bah, parfois ils ont poussé des réflexions stratégiques dans leur propre entreprise et à un moment donné, il y a eu parfois un plafond de verre. Et nous, on leur dit voilà, vous avez carte blanche pour imaginer ce qu'il faudrait faire demain dans une entreprise du secteur. Et donc voilà, on vient en mode un peu projet, avec différentes expertises pour venir essayer de poser la bonne question, parce que le conseil stratégique, c'est pas répondre à une question, c'est d'abord poser la bonne question. Ensuite, on a le plan d'action et ensuite, on a le run opérationnel. Là aussi, il peut y avoir des difficultés sur le run opérationnel, manque de ressources, Maxime en a parlé, ou difficultés opérationnelles. Et l'idée, c'est d'accompagner de bout en bout. Donc, on est également capable de suivre de prendre la suite du conseil stratégique pour aller sur la partie opérationnelle. Si je dois zoomer sur quelques petits sujets que vous voyez à l'écran, aujourd'hui, on a des gens, par exemple, qui travaillent sur les sujets RSE depuis 10 ans. Donc, la certification RSE, l'entreprise à mission et le pendant américain qui est le sujet B Corp. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui sont
de bons prétextes, j'ai envie de dire, pour reposer la réflexion globale de l'entreprise et pour venir formaliser la stratégie. Et donc, voilà, ensuite, il y a des choses beaucoup plus techniques hein, quand on parle de la partie stratégique. Il y a la partie éco-conception, l'expertise industrielle, etc., etc., le planning stratégique. Voilà, c'est des compétences qu'on peut agréger en fonction de la typologie de notre client et en fonction de son secteur d'activité. Voilà ce que je voulais dire sur ce petit pôle-là et on vous écoute bien volontiers. Ouais, je pense qu'on va passer sur la partie échange. Juste, je laisse apparaître mes coordonnées, voilà, pour ceux qui souhaiteraient prendre mes coordonnées. Après, je vais peut-être couper le partage pour avoir un échange plus sympa. Oui, merci Maxime. De toute façon, effectivement, la présentation et vos coordonnées seront diffusables auprès des participants. Moi, je fais juste un petit retour d'expérience. Hein. Le pôle hier, aujourd'hui, est une association. Donc, de passer par des cabinets effectivement de recrutement comme Imagreen, bah, ça permet de gagner du temps. Vous parliez de pénurie aussi sur certains métiers. Nous, on a une grosse problématique au niveau du pôle hier, c'est qu'on est implanté à Laon, en plein champ. Donc, parfois, on peut avoir une pénurie aussi par rapport à la localisation. Donc, voilà, nous, ça, en tout cas, pour nos 5 derniers recrutements, ça s'est très bien passé. Et effectivement, c'est un plus. Donc, je vais vous inviter à rouvrir vos caméras et puis de poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions. Oh. Une petite question, monsieur de Lao Carbone? C'est pas tant une question, c'est surtout une remarque. Bravo, enfin, franchement, bravo, 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 bravo et encore bravo. La notion de raison d'être, alors que vous parlez de recrutement, ça fait un sens extraordinaire. Je suis un ancien du recrutement avant d'avoir monté mon bureau d'études et on travaillait sur, évidemment, à la commande, entre guillemets, par rapport à nos attentes clients-entreprises, mais surtout au projet du candidat. Et souvent, on arrivait avec une attente très classique. Et quand on creusait sur son positionnement, ses aspirations, etc., qui vont avec les valeurs d'une raison d'être d'entreprise, on lui trouvait l'opportunité qui allait très, très bien. Et l'entreprise qui lui allait comme un gant, il n'aurait jamais pensé à ça. Et donc, après, si on doit parler purement business, c'était des retombées économiques, on avait des recommandations, on avait besoin de présenter notre méthode, etc. Donc, bravo. Si j'ai peut-être une question, c'est très sincèrement, vous en avez un peu parlé, mais sur votre raison d'être, moi, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Notre BE travaille depuis 2019 en off, mais juridiquement reconnu depuis le 1er janvier 2021. On veut faire notre raison d'être. On avait hésité à faire une scope, une SKIC avec nos investisseurs, mais finalement, c'est trop contraignant pour le développement de l'entreprise. Donc, on est une SAS, mais on veut floquer nos valeurs très liées à l'ESS, l'innovation environnementale, la comptabilité environnementale, etc. C'est très, très compliqué de partir d'une volonté d'individu et d'en faire quelque chose de concret, de formaliser les choses. Quel peut être votre retour? Alors, je ne sais pas si ma question est très claire, mais quel peut être votre retour par rapport à ça, le temps que ça a pris, les concessions et efforts que vous avez dû faire, si on peut revenir un peu là-dessus. C'est une excellente question, Pascal, et merci beaucoup déjà pour vos propres remerciements sur notre petite présentation qu'on a essayé de la plus claire et la plus pédagogique possible. Petit retour d'expérience, déjà ça vaut le coup, c'est un exercice passionnant et c'est pas facile, vous le mentionnez là tout de suite, mais ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup de le faire parce que c'est très très riche. Alors nous, le retour d'expérience, en fait, on a une façon de faire chez nous, c'est qu'on fait tout chez nous d'abord et ensuite un peu en version bêta et ensuite on propose la méthodologie chez nos clients. Et quand nous, on a réfléchi à notre raison d'être, pour le temps que ça a pris, ça prend une bonne année, enfin une bonne année en tout cas chez nous, ça dépend ensuite comment on peut s'organiser, mais avec, voilà, il y a beaucoup il faut l'organiser, le scénariser, il y a des workshops collectifs, il y a la réflexion individuelle, il faut le cadrer, il faut l'amener, mais c'est extrêmement important de formaliser qui je suis, ce qu'on souhaite concrètement faire, et pour ensuite, justement, j'utilisais le terme concret parce que nous, dans le Nord, on dit qu'il y a les diseux et les faiseux. Bah, nous, on est éminemment des faiseux. Et donc, moi, je suis un élu local de terrain. Et voilà, donc on fait les choses. Et donc, tout en formalisant, tout en continuant à réfléchir, tout en essayant de formaliser, on commençait à faire les choses. Et en fait, il faut comprendre, et c'est là où c'est compliqué, c'est un avancement empirique par truchement,
C'est-à-dire qu'on ne met pas sur pause l'activité pour réfléchir. On réfléchit avec des temps dédiés et on fait. Et quand on fait, soit on dit bah ouais, c'est en droite ligne avec la réflexion, ou au contraire, je comprends, je perçois les choses différemment. Et donc, c'est comme ça qu'on chemine. Et donc, ça met évidemment un certain temps, mais pour des raisons à la fois économiques, on ne met pas l'activité sur pause, et pour à la fois des raisons très, très pragmatiques, il faut pouvoir réfléchir, poser et faire pour ensuite revenir à la réflexion. Et voilà, et c'est des allers-retours qu'on fait comme ça, à la fois individuel, collectif et réflexion, action, et tout ça dans une méthodologie. Mais c'est très, très fort parce que ça engage beaucoup, ça formalise et ça engage. Et une fois qu'on a ça, on passe tout ce qu'on fait au crible de notre raison d'être. Et d'ailleurs, il y a un comité de suivi quand on est une entreprise à mission. Et au même titre que un engagement, enfin que notre bilan comptable, il doit être certifié, être réalisé dans les règles de l'art, bah, c'est pareil pour notre mission. Ça guide l'ensemble de la société. Et tout à l'heure, on parlait de recrutement. Le recrutement, parfois, nos interlocuteurs, ils peuvent penser volumétrie, c'est-à-dire que je recrute 5 personnes de plus, etc. Il ne s'agit pas de recrutement entendu au sens de la volumétrie, il s'agit d'engagement individuel. C'est comment je dessine une grande trajectoire collective dans laquelle chacun se retrouve engagé au meilleur niveau parce que ça a du sens. Parce que ça a du sens. Et que lui-même, dans une trajectoire collective, il puisse dessiner une trajectoire individuelle pour venir s'épanouir année après année. Parce que le métier qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera pas, on fera un autre métier demain, sauf parce qu'il y aura une progression horizontale ou verticale. Et en tout cas, c'est l'idée qu'on se fait ici chez Magreen. Et pour donner un dernier exemple, après j'écoute d'autres réactions. Nous, on a présenté les choses de la manière suivante. On a dit que tout le monde ici, au cabinet, dans notre société, pouvait devenir associé de la structure. Ça rejoint votre réflexion sur la scope. Nous aussi, nous sommes une SAS pour des raisons d'organisation, mais par contre, on indique très clairement que chacun peut devenir associé. Mais dans le même temps, j'indique très clairement que tout le monde n'aura ni l'envie, ni les compétences pour y arriver, mais par contre, on l'indique et on dit comment on fait pour y arriver, quel est le chemin. Et c'est très lisible, avec des étapes intermédiaires, avec à la fois des notions d'expérience, soft skills à acquérir, et aussi quelques notions de KPI. Et tout ça est très, très lisible. Et quand c'est très lisible, très, très, très accessible, alors on a l'engagement, parce que ça a du sens pour chacun. Ok. Vous forcez le respect parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup comme vous. Bravo, vraiment bravo. C'est pour ça qu'on les a fait rentrer dans le pôle hier. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Jessica. Fabrice, Pardon, c'est Fabrice. Alors, je ne vais pas forcément être un client pour vous, hein, parce que nous, effectivement, tout ce que vous faites, on l'intègre parce qu'on est aujourd'hui une ATI. Mais par contre, j'ai une question d'un ordre plus général à vous poser. Comment justement, face aux exigences de la société civile et à la fois aux contraintes réglementaires qui peuvent nous arriver, comment vous ressentez l'esprit général des entreprises que vous côtoyez, que ce soit des PME, des TPE ou des ETI? Quel esprit général autour de ça? Est-ce que c'est est-ce que vous en avez qui freinent des cas de fer essentiellement? Est-ce que c'est plutôt une envie d'aller de l'avant? Comment vous ressentez ça? Vaste question. Vaste question parce qu'il y a de multiples cas de figure. Et c'est très aussi lié au caractère des uns et des autres. Quand on fait du conseil stratégique, on s'adresse aux actionnaires, on s'adresse aux dirigeants, mais quand je dis actionnaire au pluriel ou dirigeants avec son codir, on s'adresse à des hommes et des femmes. Et donc, ça dépend de leur propre vécu, de leur propre perception des enjeux, etc. Et puis après, ça dépend de la temporalité. À quel moment on prend conscience des sujets? Par exemple, on accompagne, nous, des géants du monde du textile, donc des grandes entreprises. On discute avec la direction générale et les actionnaires. Et quand ces grands groupes du textile, par exemple, ils ont déjà un peu mangé leur marge de manœuvre, et ben ça devient parfois compliqué de mettre en branle de re-questionner le modèle économique dans sa globalité
parce que le modèle économique a été optimisé, mais au cordeau, depuis des années. C'est-à-dire tous les SI, tout la supply, tous les achats ont été voilà, calibrés. Et quand on demande de faire complètement autre chose ou qu'il faudrait faire complètement autre chose, ils en prennent conscience. Et en même temps, les défis sont immenses. Donc, parfois, il peut y avoir une aversion au risque. Parfois, il peut y avoir une envie. Et tout ça est parfois très dissonant, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, par exemple, on a des DG qui sont finalement récompensés sur un compte DEX qui est court-termiste, qui est sur le modèle économique qui est daté, qu'il faudrait changer. Donc en fait, on doit changer de route, on doit changer de KPI, et parfois ça revient à scier les branches sur lesquelles on est assis confortablement depuis quelques années, y compris pour les actionnaires. Donc vous voyez, tout ça est éminemment compliqué, mais c'est éminemment intéressant de les accompagner. Et puis, on accompagne des jeunes, des petites, des multinationales. On accompagne des relocalisations industrielles complètes. Et donc, ça, c'est passionnant. Et quand vous dites, alors ce n'est pas le sujet, hein, mais quand vous dites qu'on ne peut pas être client, bah, il faudrait qu'on apprenne à se connaître un peu plus. Mais alors là, on a été très, très vite dans la présentation d'Imagreen parce qu'on ne voulait pas être trop long. Mais on est une 60aine de personnes. Et par exemple, là, on a fait l'acquisition d'une société qui travaille sur un levier également très, très important de transformation, c'est le levier de la communication. Et cette société qui compte une dizaine de personnes fait de la communication qu'on appelle corporate et que j'appellerais moi plaidoyer. C'est-à-dire comment on explique, plaidoyer au sens noble du terme, au sens premier du terme, et comment on explique avec pédagogie les enjeux de la transition et comment on est en capacité de faire accepter tout ce qu'il faut faire pour la transition. Parce que moi, je suis par exemple élu et je suis confronté au quotidien avec un phénomène que j'ai qualifié enfin, que je n'ai pas qualifié, d'ailleurs, que j'ai repris ce terme qui est tellement vrai, de NIMBY, quoi. C'est not in my backyard. C'est-à-dire que je comprends les enjeux de la transition, mais je ne veux pas une usine de méthanisation sous mes fenêtres. Je comprends les enjeux de manque de logement et de logement voilà, plus efficace d'un point de vue thermique, mais je ne veux pas une construction en centre-ville. Alors même qu'il faut densifier les centres-villes pour ne pas être sur l'artificialisation des sols. Donc vous qui travaillez dans le bâtiment durable, la peinture, etc., et on a d'ailleurs des experts sur ces sujets-là ici chez nous, sur la partie bâtiment, bah voilà, il y a beaucoup de sujets à adresser. Et donc, voilà, il faudrait qu'on puisse faire connaissance pour rentrer sur quelques problématiques précises, mais je suis certain que sans le savoir, on réfléchit au même sujet et on accompagne des clients sur ces sujets-là. C'est certain. Sylviane ou Mioli, peut-être que vous avez des questions? Oui, bonjour. Donc moi, je travaille pour l'Université de Lille. Je suis chargée de développement au service formation continue alternance. Fabrice, en fait, lorsque vous avez posé votre question, vous avez bien cerné ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à l'esprit général, savoir comment c'était perçu dans les entreprises. Alors, ma question est plus par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la pénurie de candidats pour les techniciens et les ingénieurs. Par rapport à la transition, aux transitions en cours, est-ce que vous sentez un frémissement de la part des entreprises? Sylviane, un frémissement sur par exemple, au niveau énergétique, sur les compétences demandées par rapport à la transition aux transitions, oui. Bah, alors, en fait, pour résumer assez simplement les choses, la transition, ce n'est pas une option, hein. La transition, de gré ou de force, elle va se passer. Et quand je dis de gré ou de force, il vaut mieux choisir de gré, c'est-à-dire en s'en approprier totalement le périmètre et y aller finalement faire sa propre action. Parce que de force, c'est quoi? Bah, c'est le réglementaire qui va passer et il s'accélère durement. Et ça, c'est un levier très important de changement des secteurs. C'est les jeunes et les moins jeunes qui viendront plus dans telle ou telle entreprise. Et ça pousse également à faire différemment. Et c'est les modes de consommation qui sont avec d'autres attentes. Donc, oui, il y a une accélération en tout cas. Sur l'ensemble des secteurs d'activité se trouve percuté, challengé, j'ai envie de dire pour le meilleur.
Moi, je suis un éternel optimiste, donc je trouve que c'est extrêmement positif ce qui est en train de se passer. Et pour autant, on ne nie pas les difficultés qu'on peut avoir à les réaliser de manière opérationnelle. On ne nie pas également la difficulté liée à la crise sanitaire et des secteurs qui sont touchés. Mais voilà, il faut pas redémarrer comme avant. En tout cas, il faut en profiter pour faire différemment. D'accord. Moi, je n'avais pas conscience que cela pouvait se faire de force. Voilà. Vous Degré ou de m'apprenez. oh, l'expression était un peu forte, mais regardez quand même tout ce qui se passe, hein. Il y a quand même le besoin, que ce soit au niveau des élections successives, que ce soit au niveau des messages qu'on nous fait passer, que ce soit finalement la place que ça prend aussi dans les médias. Avant, on en parlait dans les médias, mais il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas d'argent. Moi, j'ai vu ces différents changements, y compris en termes de finance, la finance qui se labellise avec la partie Greenfin, ISR, etc. Donc aujourd'hui, on voit que les moyens sont là pour arriver à faire ces changements. Je vous donne une anecdote qui est assez parlante. J'ai été contacté par un interlocuteur de BlackRock, donc premier fonds mondial d'investissement, hein, quasiment 8 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et je me suis étonné, en fait, c'est quelqu'un de l'équipe qui a été contacté parce qu'il travaillait avec un des clients, une entreprise qui a été rachetée à 100% par BlackRock, et BlackRock souhaite mettre 300 millions d'euros sur la table dans cette entreprise pour la développer, une entreprise du secteur de la transition. Et BlackRock s'est intéressé finalement au sujet RH, au sujet du développement, et donc nous a contactés, et j'étais assez étonné de l'implication à ce niveau-là d'un actionnaire. Et donc, pour résumer très simplement l'échange qu'on a pu avoir, c'est dans le secteur des énergies. Je lui dis, c'est bien, vous cochez déjà une case, il y a 2 cases à cocher. Vous cochez déjà la case du financement. C'est parce que c'est un secteur qui est très capitalistique. Donc, vous avez ces 300 millions d'euros pour post-rachat pour aider au développement. Donc, je dis que c'est super, vous cochez cette case-là. Et par contre, la difficulté, on revient à votre question, Sylviane, ça va être les compétences, les ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, des ingénieurs, des chefs de projet, des prospecteurs fonciers, voilà, tout ce dont on a besoin pour la partie renouvelable, ils sont ultra demandés, c'est ultra pénurique. Donc, la difficulté, c'est qu'on manque cruellement de gens pour le faire. Et donc, le levier différenciant, ça va être notre capacité qu'on aura, nous, société, entendu au sens large, à informer, à former les gens. Donc, ça revient à ce que vous faites, Sylviane. Oui, oui. C'est former les gens pour ensuite les rendre opérationnels, pour faire avancer concrètement, les mains dans le cambouis, j'ai presque envie de dire, les sujets de la transition. Et donc, on en est là. Un autre exemple, notre ministre de l'Environnement au sortir de la crise, elle s'est dit que le vélo, c'était pas mal. Pas tant d'un point de vue de la transition d'ailleurs, plutôt un point de vue par rapport à la distanciation sociale qu'on se doit les uns les autres d'avoir. Et ben, elle s'est dit, voilà, coup de pouce vélo, je sais plus, je crois que c'était 30 millions d'euros sur la table, parce qu'au niveau de la France, c'était pas grand-chose. Mais la difficulté, c'est que certainement un conseiller du ministre bien inspiré lui a dit, mais madame, on n'a pas de technicien vélo, on n'a pas de technicien cycle. Et donc, ils se sont préoccupés d'avoir des techniciens cycle partout en France. Donc, ils ont monté en urgence des formations pour former 250 techniciens cycle. L'année suivante, 500. Mais ce ne sera encore pas suffisant si on se met à faire plus et mieux de vélo. Donc, vous voyez que le facteur limitant de la transition, ce n'est pas l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est la capacité qu'on a les uns les autres à se mettre sur le sujet et à se former. Et donc, ça, c'est secteur après secteur, et c'est juste 2 exemples. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. D'accord, merci. S'il vous plaît. Une question ? Oui, bonjour à tous. Je n'ai pas pu me présenter au démarrage du webinaire parce que je n'étais pas dans les conditions pour intervenir. En tout cas, je vous remercie pour cette très intéressante présentation et cette discussion. Moi, je suis dirigeant en fait d'une société dans le domaine des biotechnologies qui est centrée autour d'une technologie qu'aujourd'hui on applique plutôt au domaine de la santé, tout ce qui est, on va dire, biopharmaceutique. Donc, c'est vrai que je suis quand même en lien avec le pôle IAR parce que notre technologie peut avoir des implications dans d'autres domaines industriels, notamment des domaines qui ont besoin d'enzymes. Voilà, juste pour l'introduction. Et moi, j'ai des questions peut-être qu'il faut vous adresser un peu en dehors du webinaire. Vous n'hésiterez pas à me le dire, mais sur l'accompagnement que justement vous proposez, RH, quel type de profil vous pouvez détacher
Parce que effectivement, moi, je recherche des techniciens. En ce moment, j'ai des aides laboratoires aussi. Ce type de profil-là, vous pouvez adresser tout type de secteur ou c'est vraiment sur des secteurs plutôt liés à la bioéconomie? Et puis, un autre point, c'est est-ce que vous pouvez nous donner une idée de vos tarifs, quoi, du coût pour une TPE? Tu veux répondre à la question? Oui, concernant le secteur d'activité, on n'a pas vraiment de secteur d'activité. Nous, l'intérêt, c'est vraiment d'accompagner le secteur de la transition. Donc, que ce soit les énergies, que ce soit la biotechnologie, que ce soit le secteur des déchets, de l'eau. À un moment donné, je ne pense pas qu'il y ait des barrières ou de typologie de secteur. Donc, sur des profils techniciens dans la biotechnologie, bien sûr qu'on pourra vous accompagner sous la forme d'un détachement. Après, concernant tout ce qui est tarifaire, ça sera vraiment en fonction du candidat, en fait, de la rémunération du candidat. Nous, on s'adapte sur un tarif forfaitaire, c'est-à-dire qu'on le connaît à l'avance, mais bien évidemment, ce qui fera la grande majorité du tarif, c'est la rémunération du candidat. Évidemment, on applique un taux de marge, mais dans tous les cas, adapté à la structure, il sera forcément réduit si vous êtes une jeune start-up. Mais on ne peut pas donner de tarifs comme ça. D'accord. Là, Bruno, c'est plus des recrutements pérennes, là, c'est ça? C'est des CDI que vous souhaitez, là? C'est des… Oui, oui. Après, il peut y en avoir. Globalement, effectivement, on est plutôt sur une offre en CDI. Après, on peut avoir aussi des besoins quand même liés à une surcharge temporaire, quoi, d'activité. Nous, en tout cas, on répond sur les 3 grandes fonctions de l'entreprise, à la fois technique, commerciale et support. Et sur la partie technique, les techniciens et ingénieurs, c'est notre quotidien. Et d'ailleurs, les techniciens, plus encore que les ingénieurs, les techniciens, donc aide laboratoire, BTS chimie, etc., tous les techniciens qui font les chromatographes, etc., c'est des sujets qu'on connaît bien, etc., c'est extrêmement pénurique, mais vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, on dit aussi à nos clients, parce qu'on connaît très bien les sujets, on dit aussi à nos clients qu'on n'est pas des magiciens. Et donc, par expérience, plus de 10 ans d'expérience sur ces sujets-là, on sait dire ce qui est plus ou moins facile. Et en tout cas, on est les mieux placés, je vais manquer d'humilité, pour faire le job et faire tout ce qu'il faut pour les trouver, tout en gardant l'humilité, par contre, de dire que ça va être sur certains postes très difficiles. Et c'est la raison pour vous, en fait, là où notre plus-value, elle intervient, c'est non seulement sur le sourcing et trouver les quelques bonnes personnes qu'il nous faut, mais c'est surtout en fait sur la réflexion qu'on pourrait avoir, que vous devez avoir en tant que dirigeant, mais vous avez déjà sûrement, de se dire comment je peux intégrer des gens et les accompagner et les faire monter en puissance. Nous, chez Imagreen, on est passé d'une 10-15 de personnes à plus de 30 ici en interne, sans compter les autres activités que nous avons, en l'espace d'1 an, sur un métier qui n'existe pas, qui est extrêmement pénurique. Donc, d'un point de vue principe et philosophique, on a la même problématique que vous. Et donc, en fait, il faut que vous soyez, Bruno, si vous avez un plan de croissance un petit peu poussé, il faut que vous mettiez de l'énergie pour devenir une machine à intégrer. C'est comment j'organise mes équipes pour finalement maîtriser un peu la loi de Pareto, comment j'intègre 80% des compétences fondamentales en l'espace de quelques mois. Et là, ça fera toute la différence. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tous vos concurrents sur votre secteur recrutent des techniciens. Et donc, non seulement c'est pénurique, mais c'est une pénurie qui est exacerbée. Et donc, là où vous avez finalement un raisonnement différenciant, c'est votre capacité à faire différemment que les autres. Parce qu'eux, ils vont s'entêter à nous appeler, nous, cabinet, pour dire « je veux ceci, je veux cela, je veux un technicien qui ait 10 ans d'expérience, etc. » Et puis, il va se passer des semaines et des mois et on ne va pas trouver. Et donc, il faut impérativement, une fois qu'on a éprouvé la difficulté, on l'a déjà éprouvé à maintes reprises, il faut non seulement être opportuniste et attraper les bons quand ils sont là, hein, ça c'est juste une évidence, hein, mais surtout réfléchir et s'organiser différemment. Et vous pouvez détacher dans la France entière, j'imagine? Oui. Ouais. Et une autre question aussi, donc c'est pas uniquement des personnes qui seront là pour accompagner les entreprises dans une démarche justement de développement durable, de transition écologique. Non, parce que c'est vrai que quand on a commencé, en tout cas c'était il y a longtemps maintenant, on nous considérait, on pensait qu'on faisait pour parler que de la partie recrutement, on nous parlait que de recrutement QHSE, environnemental, permitting avec l'Adréal, etc. Non. Nous, la transition, on l'entend au sens où les secteurs d'activité doivent mener leur transition. Donc,
un technicien qui travaille chez vous, mais votre objet d'entreprise va dans le sens de la transition sur des sujets. Alors, je sais que c'est Syntellis, mais je n'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Mais si c'était la partie pharma, aussi la partie nutrition santé dont on parle, ça va dans le bon sens. En fait, nous, on raisonne de cette manière-là. Donc, si on est convaincu que l'activité portée va dans le bon sens, alors on est 1000 fois convaincu de l'aider à réussir. C'est ça le sujet. Donc, on va essayer de respecter le timing. Je vous laisse peut-être après reprendre contact, Bruno, Oui, avec… volontiers, parce que j'ai plein d'autres questions. Mais je vous remercie beaucoup. Avec Vous êtes plaisir. Obligé de vous des quitter. gens qui vont devoir se déconnecter. Mioli, vous aviez peut-être une question tout à l'heure Oui, c'est une petite intervention. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Mioli Rairibao et je suis ici pas forcément à titre de représentante d'une entreprise, mais plutôt à titre personnel. Donc, pour résumer, j'étais chef de produit en prêt-à-porter chez un géant de la grande distribution. Je suis de Lille aussi. Donc, je pense que vous avez deviné de quel acteur il s'agit. Et c'est vrai que ça fait 6 ans que j'ai évolué plutôt en prêt-à-porter, mais que ces dernières années, j'ai eu un intérêt grandissant pour la nutrition. Donc, en septembre de l'année dernière, il y a eu un plan de départ volontaire et j'ai saisi l'opportunité pour faire des formations en nutrition et en gestion de projet qui sont des sujets qui m'intéressent vraiment. Et c'est vrai que Imagreen, déjà, je ne connaissais pas, donc je vous remercie pour votre présentation parce que je trouve que votre raison d'être, en tout cas, vous différencie par rapport aux autres cabinets de recrutement que j'ai pu contacter depuis que je suis en recherche. Et en fait, ma question, c'est de se dire, moi, je suis plus sur des compétences en marketing et en gestion de projet. Donc, j'ai été 3 ans chef de produit, mais je n'ai pas forcément l'expérience en nutrition santé ni en agroalimentaire. Et c'est vrai que je peine à faire une sorte d'outplacement vers un autre secteur. Et tout à l'heure, vous parliez de pénurie de candidats. Est-ce que c'est le cas aussi finalement sur des fonctions marketing? Et est-ce que vous recevez des candidats qui sont dans cette démarche de changement de secteur? Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, ou que c'est vraiment saturé, que c'est difficile de s'insérer sans expérience. Je vais faire merci pour votre intervention, Mioli. Je vais faire une réponse courte parce qu'on nous a dit qu'on était bientôt sur la fin. Alors après, c'est l'outplacement, nous on accompagne parce qu'il y a non seulement définir son projet professionnel, mais ensuite finalement réaliser tout un dossier de candidature qui va nous aider à faire un peu un branding de soi-même, excusez le terme, mais voilà, pour savoir se vendre. Ça, c'est aussi pas si facile que ça et on aide les gens à faire ça évidemment. Après, sur le marketing, c'est un sujet que je connais très bien. Et puis, alors, quand vous n'avez pas de compétences précises, je veux dire un peu hard skills sur la partie nutrition santé, c'est plutôt le marketing B2C qui est un peu plus accessible plutôt que des entreprises type le Safre, Rocket, Cosucra dans la région qui travaillent en B2B sur des protéines, sur des enzymes. Voilà. Et là, c'est un peu plus complexe à adresser et à acquérir les compétences. Donc, finalement, c'est plutôt le B2C qui est le plus accessible pour vous, dans un premier temps d'ailleurs. Donc voilà, et après, c'est la difficulté qu'on peut avoir, et on essaye d'évangéliser un petit peu tout ça, c'est qu'on a des clients qui restent mordicus parfois sur et c'est ce que malheureusement vous éprouvez au quotidien, qui restent sur leur cahier des charges initial en disant je veux quelqu'un qui ait déjà fait ça. Et donc, ils veulent un clone d'une certaine manière et ça ne facilite pas des gens qui, comme vous, souhaitent changer un peu de trajectoire professionnelle. Et donc, il faut bien travailler, il faut se battre, il faut démultiplier les candidatures audacieuses, percutantes et vous allez voir que vous allez y arriver. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Merci Mioli pour votre question. On arrive au terme de ce webinaire. Je vois qu'il y a un monsieur qui est connecté, qui n'est pas du tout intervenu. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose ou peut-être reprendre contact par la suite, monsieur Labansky? Mathieu, il est dans notre équipe, il s'occupe de la partie communication. Mais, pardon, je n'avais pas vu préciser. Bon, on ne va peut-être pas le faire intervenir. J'imagine qu'il connaît bien Imagreen. Okay. Ouais, ça va, il connaît bien. Écoutez, en tout cas, voilà, on a un beau cabinet de RH qui est adhérent du pôle. Les présentations seront diffusées, donc n'hésitez pas à le faire savoir aussi. On a pas mal d'acteurs qui sont dans le Nord, mais également de Grenoble, etc. Donc, n'hésitez pas à envoyer la présentation d'Imagreen et de revenir vers eux. Vous avez leur contact ou passer par le pôle si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre directement contact avec Imagreen.
Je vous remercie à tous et puis on reprogrammera ultérieurement un petit atelier, une petite formation sur les RH. Donc, vous serez informés à ce moment-là. Merci à tous. Merci à vous. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup tous. Au revoir. Bravo, messieurs, et merci au pôle. En tout N'hésitez cas, pas à bravo. nous rendre visite. Bravo, bravo.